Sur le plan de la politique linguistique, il y a eu beaucoup de changements. La langue administrative passa du français à l'allemand. Dans les institutions ne résonne plus que la langue de Goethe et les décrets, lois et décisions administratives sont affichés en allemand. Sauf dans certaines communes, mais on en reparlera. Ensuite, et ça dès 1871, les nouvelles autorités allemandes rendent l'enseignement primaire obligatoire pour les garçons de 6 à 14 ans et pour les filles de 6 à 13 ans. Natürlich auf Deutsch. Par contre, contrairement à une idée reçue, tous ne furent pas obligés de parler allemand. Une frontière linguistique fut tracée dans le Reichsland entre les communes où plus ou moins de la moitié de la population parlait un dialecte germanique alsacien ou lorrain. On comptait alors 435 communes francophones pour la totalité du Reichsland, principalement en Moselle actuelle, l'Alsace n'en comptant alors que 55. Cette frontière évolua avec le temps, ce qui explique cette excroissance linguistique en Moselle actuelle et qui était principalement due à l'émigration allemande dans le secteur. Les enfants des communes comprises dans la zone francophone se virent dispenser un enseignement bilingue, les autres furent instruits uniquement en langue allemande. Mais vu qu'ils maîtrisaient déjà un dialecte germanique, l'acquisition de la langue allemande standard fut plus facile que si, par exemple, on leur avait demandé de maîtriser le français. De même, l'affichage public dans ces communes francophones était lui aussi dans les deux langues, en français et en allemand. L'enseignement supérieur connaît lui aussi de profonds changements. Alors qu'avant son rattachement à l'Allemagne, l'université de Strasbourg était une académie regroupant différentes écoles et facultés, le nom d'université étant donné à l'ensemble du système éducatif français, elle fut remplacée par une université allemande autonome, inaugurée en mai 1872. D'abord installée au cœur de la vieille ville et ne comptant à peine que 212 étudiants en 1872, elle s'installa en 1884 dans un nouveau campus universitaire et se développa jusqu'à accueillir 2138 étudiants en 1912. Au passage, elle avait pris le nom de Kaiser Wilhelms Universität Straßburg à l'occasion de la visite de l'empereur Wilhelm I à Strasbourg en mai 1877. Elle devint rapidement une des plus importantes universités d'Allemagne et de nombreux professeurs de renom y firent cours, dont plusieurs eurent droit au prix Nobel, comme Wilhelm Röntgen, découvreur des rayons X en 1895, qui y fut maître de conférence en 1874, puis en 1876, il y fut professeur de physique, ou alors Ferdinand Braun, prix Nobel de physique en 1909, qui fut professeur, directeur de l'Institut de physique et même rector magnificus de la Kaiser Wilhelms Universität. Ne regardez pas comme ça, c'est le titre officiel de ce que l'on appelle aujourd'hui le président de l'université de Strasbourg. Le seul qui a encore aujourd'hui le droit de porter le fameux collier du recteur lors des cérémonies officielles. Ce collier-là. Les nouvelles autorités s'affairèrent également à tenter de réparer les dégâts causés durant le siège de Strasbourg. Et avant tout, celle de la bibliothèque de Strasbourg. Karl August Barak, bibliothécaire des princes de Fürstenberg, choqué par la destruction de la bibliothèque, lança dès le 30 octobre 1870 un appel aux dons pour reconstituer une bibliothèque à Strasbourg. Dire que son appel fut un succès, c'est un pur euphémisme, puisque dès son inauguration le 9 août 1871, la nouvelle bibliothèque universitaire comptait déjà 200 000 volumes. Les dons d'ouvrages se multiplièrent. La bibliothèque de Königsberg offrit près de 40 000 doubles et même l'empereur Wilhelm I offrit 4 000 ouvrages de sa bibliothèque personnelle. En 1879, la bibliothèque possédait 386 073 volumes, devenant la 4e bibliothèque d'Allemagne en nombre de livres, et en 1895, elle s'installa sur le Kaiserplatz, dans le même bâtiment qu'il abrite aujourd'hui. Même si, depuis, avouons-le, le décor intérieur a beaucoup changé. Et pour en finir avec les superlatifs, elle comptait en 1918 plus de 1 100 000 volumes. D'ailleurs, pour parler architecture, les villes comme Strasbourg, Colmar, Mulhouse, Saverne, Haguenau, Wasselonne, etc., furent durant la période entre 1871 et 1914 les bacs à sable des architectes qui s'en donnèrent à cœur joie dans leurs arts et dans différents styles. Que ce soit pour les bâtiments inspirés d'architecture ancienne, de style néoclassique ou néo-renaissance, ou alors dans l'air du temps comme les bâtiments de style art nouveau qui fleurissent dans les nouveaux quartiers des villes alsaciennes. En 1892 fut fondée la Kunstgewerbeschule à Strasbourg, école des arts décoratifs en français. Au départ, elle avait pour but de former les métiers de l'artisanat d'art comme les ferronniers, les architectes, les sculpteurs, les verriers, les ébénistes, etc. à l'art allemand. Et fut au final pour l'Alsace une école de promotion du Jugendstil,
ou Art Nouveau si vous préférez, sous l'impulsion de son directeur Anton Seder, maître de ce courant artistique. De nombreux artistes alsaciens locaux et même internationaux qui ont atteint la célébrité par la suite ont fréquenté cet établissement durant leurs années d'études. Dans tous les domaines artistiques, l'administration allemande avait une préférence pour les commandes officielles qui s'inspiraient de la culture rhénane et médiévale, dans le but de se rattacher notamment au Saint-Empire romain germanique, pierre angulaire du passé commun des Alsaciens et des Lorrains avec le reste de l'Allemagne. D'ailleurs, une bonne illustration, c'est le château de Königsbourg, qui a été restauré par l'empereur Wilhelm II. On reparlera souvent de cet empereur. C'est lui qui abolit en 1902 le Diktatur paragraphe, ou paragraphe de la dictature, qui confiait depuis 1871 au gouvernement le pouvoir de suspendre toutes les libertés publiques, de réunion, d'association, de presse, et de prendre toute mesure d'exception en cas de danger pour la sécurité publique. La conséquence de la suppression de ce paragraphe fut un développement considérable de la presse dans le Reichsland qui comptait en 1913 17 quotidiens et 26 hebdomadaires. Comme par exemple le journal d'Alsace-Lorraine, le Freie Presse, der Elsässer, le Nouvelliste d'Alsace-Lorraine fondé par l'abbé Vetterle, les Esser Kurier de l'abbé Hegi, le Straßburger Post ou encore le Straßburger Neueste Nachrichten, les dernières nouvelles d'Alsace. La presse satirique voit également le jour avec Der Klapperstei de Henri Zislin qui fut publié de 1903 à 1905, puis Dur's Elsass par le même Zislin de 1907 à 1914 qui exhibe ses caricatures. Plus connu, c'est à cette époque qu'un autre illustrateur satirique, Jean-Jacques Valls, dit Hansi, débute ses publications. D'abord dans le H2S, H2S, bulletin de l'association des étudiants en pharmacie de Strasbourg, mais aussi et surtout avec la publication en feuilleton dans le journal L'Express de Mulhouse de Der Professor Knatschke, qui fut édité en livre en 1908. Évidemment, les positions anti-allemandes de Zislin et de Hansi leur valurent de nombreuses démêlées avec les autorités allemandes. Ils ont d'ailleurs eu leur lot d'amendes et même de séjours derrière les barreaux. De cet ensemble de journaux retiendra également la fondation en 1898 de l'Illustrierte Elsässische Rundschau ou Revue alsacienne illustrée, qui avait pour but de faire connaître la culture et les traditions alsaciennes. C'est un peu plus tôt, en 1895, que démarre réellement l'engouement pour la culture locale. De nombreux artistes alsaciens se retrouvent imprégnés des différents courants artistiques qui se développent comme le Jugendstil, traduction allemande de l'Art Nouveau, et se réunissent sous l'impulsion d'Anselm Logel, initiateur des Dîners des 13, de George Hale, créateur du Cercle de la Robertso, et de Auguste Michel, qui crée le Kunsthafe, cercle qui furent tous de véritables creusets politico-artistiques de l'Alsace au début du XXe siècle. Ces rencontres ne sont pas réservées à des Alsaciens. Même de vieux Allemands sont admis. Entre autres, on pense par exemple au Badois Lothar von Seebach, au Bavarois Josef Stadler, mais aussi à l'économiste venu de Hesse Werner Wittich. Il y avait également le Lorrain Henri Gagné, le Parisien Frédéric Régamé, les Suisses Robert Forer et Rodolphe Gans. Cet ensemble d'artistes et d'hommes du monde organise en 1897 à l'Hôtel de Ville de Strasbourg le premier salon des artistes alsaciens, cherche, en s'inspirant de l'art populaire de l'Alsace, à exprimer une spécificité, une différence avec le reste de l'Allemagne. C'est la même année qu'Anselm Logel et son ami le marketeur Charles Spindler créèrent le Cercle de Saint-Léonard à Börsch, dans l'ancienne abbaye bénédictine. Cet endroit devint le centre du monde artistique alsacien, lieu de rencontres, de discussions, de création, voire de contestation des différentes personnalités des arts et des lettres qui s'y sont croisées. Entre autres, car la liste est longue, Pierre Bucher, Léon Elschinger, Henri Lou, Alfred Martzolf, les frères jumeaux Albert et Adolphe Matisse, Léo Schnoug et Gustav Stoskopf. C'est Anselm Logel et Charles Spindler qui en 1898 créèrent la revue alsacienne illustrée dont nous parlions auparavant. Et de nombreux artistes y publièrent un ou plusieurs articles ou y exposèrent leurs œuvres. En 1900, il y fut pour la première fois mention d'un musée ethnographique alsacien. Cette réflexion fit son chemin et aboutit à la création du musée alsacien en 1907, qui existe encore aujourd'hui, qui se trouve quai Saint-Nicolas à Strasbourg. L'Alsace était à la mode dans tous les mouvements artistiques et la littérature n'était pas en reste. Il en résulta l'œuvre poétique des frères Matisse, frères jumeaux qui ont révélé la richesse de la poésie écrite en alsacien. Mais également la naissance du théâtre alsacien de Strasbourg. C'est Elsässische Theater Straßburg, né officiellement le 30 mars 1898 de
de la rencontre entre Gustav Stoßkopf, Julius Gräber, Charles Haus et Alexandre Hessler, et qui s'installa au théâtre de l'Union. La représentation inaugurale fut consacrée par une adaptation du livre L'ami Fritz d'Erckmann-Chatrian en pièce de théâtre par Charles Haus, ce qui fut un grand succès. Succès qui resta sans commune mesure vis-à-vis du triomphe de la pièce Der Herr Mehr, comédie en 3 actes qui est encore aujourd'hui considérée comme un monument de la littérature théâtrale alsacienne. Elle fut même jouée en 1906 à Berlin devant l'empereur Wilhelm II himself, qui l'aurait d'ailleurs particulièrement apprécié. Une autre grande pièce de théâtre en alsacien fut le Hans im Schnuckeloch, écrite par Ferdinand Bastian en 1903. Ce succès ne se limita pas à Strasbourg, il s'étendit à toute l'Alsace, où des troupes de théâtre alsaciens virent le jour, et aujourd'hui encore, le théâtre alsacien reste une institution incontournable dans le paysage culturel de l'Alsace. S'il y a une autre grande figure de la littérature alsacienne dialectale à ne pas oublier, c'est Marie-Anne Hartmann, dite Marie Hart. Une des rares femmes dans cette société culturelle majoritairement masculine, elle n'en fut pas moins une écrivaine de talent, écrivant en français, en allemand et en alsacien, qui commença à écrire dès 1877 avec son conte Marguerite ou la petite gardeuse d'oie. Elle écrivit pour les journaux locaux de Strasbourg à partir de 1898 et même une pièce de théâtre en alsacien, Der Stadtnarr, qui fut jouée dès 1907. Son ouvrage Der Herr Mertling und seine Theater, paru en 1913, décrit l'influence qu'a eue dans sa vie et surtout dans son mariage la situation politique particulière de l'Alsace. Dans le même temps, la littérature allemande en Alsace est revivifiée par l'apport des immigrants vieux allemands et en 1893 est fondé l'Alsabund, centre culturel et littéraire qui compta jusqu'à 200 membres et qui était le promoteur du Hochdeutsch, l'allemand parlé standard. Il ne reniait pas le patrimoine local, mettant en avant la Heimat et la culture villageoise, mais uniquement dans la perspective de l'union culturelle avec l'ensemble du peuple allemand. On trouvait parmi eux des auteurs comme Christian Schmidt et surtout Friedrich Linhart. Un peu plus tard commença à apparaître un troisième mouvement qui ne se construisait plus sur le patrimoine ou la mise en avant de la culture et des traditions existantes, mais par la promotion d'un Geistiges Elsässertum, une alsacianité de l'esprit, qui mettait en avant une fonction médiatrice de l'Alsace entre France et Allemagne dans une perspective européenne et qui avait pour but de révolutionner la littérature allemande. Ce mouvement, appelé Das Jüngste Elsass, fut fondé par René Schickel et ses amis Otto Flacke et Ernst Stadler, par la publication en 1902 de la revue Der Stürmer. Il fut rejoint par de futurs grands noms de la culture, notamment Hans Arp. Cette nouvelle génération, s'exprimant en allemand, veut une renaissance de la vie culturelle alsacienne par une ouverture sur les courants nouveaux en Allemagne et en France, mais rejette tout à la fois le passéisme de la nostalgie patriotique de la France, comme celui de l'Allemagne entretenu par l'Alsabund, mais rejetant également le mouvement pro-alsacien et dialectal auquel il reproche un repli sur soi provincial. Mais la revue Der Stürmer ne fut publiée qu'entre janvier et novembre 1902. Trop marginal et même censuré, ils se sont également fait trop d'ennemis. Reste que l'entreprise avait laissé sa marque dans la culture. Au fait, petite parenthèse, les années qui suivirent verront également la création de groupes de sauvegarde du patrimoine populaire dans le Reich allemand lui-même, comme en Bavière en 1902 avec le Verein für Volkskunst und Volkskunde, au Pays de Bade avec le Badischer Verein für Volkskunde en 1904 et dans le Württemberg avec le Schwäbische Heimatbund en 1909. De là à dire que le mouvement culturel alsacien a inspiré l'ensemble des Allemands, ou alors qu'il a suivi une tendance déjà en vogue en Allemagne, il n'y a qu'un petit pas, mais je ne vais pas le franchir. L'hypothèse est très intéressante, mais nécessite des recherches historiques un petit peu plus poussées. Toujours est-il que la période est riche en fondations d'associations locales de toutes sortes. Associations sportives comme les Hessischer Turnerbund, devenues par la suite l'Avant-Garde du Rhin, mais aussi des sociétés de chant, des chorales, des troupes de théâtre, des fanfares, etc. En bref, la vie culturelle alsacienne a le vent en poupe. Enfin, il ne faut pas oublier l'influence encore forte de la religion dans une société où la distinction entre les communautés catholiques, protestantes et juives était forte et omniprésente.
d'autant plus que la religion jouait encore un rôle politique très important. En 1900, l'Alsace comptait 1 218 900 habitants, 71% d'entre eux étaient catholiques, 26,4% étaient protestants, et la communauté juive représentait 2,6% des Alsaciens et des Alsaciennes. Pour leur politique locale, les autorités allemandes avaient fait le choix de s'appuyer essentiellement sur les communautés protestantes rurales, qui étaient très présentes dans le Korsberg, l'Alsace-Bossu et l'Outre-Forêt. En revanche, les protestants formant la majorité de la haute bourgeoisie d'affaires leur étaient hostiles et restaient résolument francophiles et républicains vis-à-vis d'un régime où la noblesse militaire disposait toujours d'une influence non négligeable. L'influence allemande fut moindre dans la communauté rurale catholique, comme dans le Sundgau, où l'on se méfiait d'un souverain protestant, le clergé restait très attaché à la France. Surtout durant la période du Kulturkampf de 1871 à 1874, où le pouvoir prussien, par un ensemble de décisions, attaqua l'église catholique dans l'Empire allemand, ce qui aboutit à la fermeture provisoire de plusieurs établissements scolaires, à l'expulsion d'ordres religieux comme les jésuites et fit des catholiques allemands des citoyens de seconde zone. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle les familles catholiques envoyèrent leurs enfants faire leur scolarité en France. Mais la situation changea à partir de 1895. Déjà, la politique anticléricale de la Troisième République française ne fait pas que des heureux en Alsace où la religion reste un pilier de la société. Bien au contraire, cela choque tandis qu'arrive à l'âge de la majorité une génération d'Alsaciens et d'Alsaciennes qui n'a pas connu la France et qui vit d'un bon œil un régime qui mit fin au Kulturkampf en Allemagne, ne s'est pas séparé de l'Église et ne confisque pas les biens de l'Église. Enfin, et ça après plusieurs années de négociations, les catholiques obtinrent la création d'une faculté de théologie catholique à l'université de Strasbourg. Mais même si les rapports entre le pouvoir et les catholiques se sont adoucis avec le temps, l'heure n'était clairement pas encore à la paix. Les catholiques alsaciens avaient créé le Parti du Centre, ou Zentrum, majoritaire à l'Assemblée d'Alsace-Lorraine, et gardaient une influence forte sur la vie associative et sur la vie politique. Ils voulaient avant tout avoir leur mot à dire sur l'avenir institutionnel du Reichsland et avaient comme mot d'ordre l'autonomie de l'Alsace-Lorraine.